Aujourd'hui, je vais t'aider à obtenir des idées de start-up à lancer et je vais te transmettre les bons outils pour conceptualiser correctement cette étape cruciale de l'aventure. Donc le postulat de départ, personne n'a la certitude qu'une start-up fonctionnera. Donc une quelconque réussite viendra essentiellement de la qualité de l'exécution de cette dernière, mais selon Y Combinator, certaines idées ont plus de chances de réussir que d'autres. Dans un premier temps, nous allons voir les 4 principales erreurs faites par les fondateurs, puis comment savoir si l'idée est bonne, et enfin, comment avoir de nouvelles idées. Pour cette première partie, les 4 principales erreurs faites par les fondateurs. Donc la première, ne pas répondre à un réel problème. Donc Y Combinator aime parler de solutions en recherche d'un problème. Donc par exemple, l'intelligence artificielle c'est quelque chose de génial, appliquons l'intelligence artificielle à tel secteur. Ici, c'est plutôt une solution en recherche d'un problème. On veut précisément l'inverse. Il est possible qu'il y ait un problème, mais malheureusement un problème trop superficiel. Ainsi, les éventuels utilisateurs ne passeront jamais le pas de payer pour votre solution. L'astuce est de tomber amoureux du problème, un problème dans l'idéal de qualité et précis. La seconde erreur est le fait de rester bloqué sur des tarpit ideas. Donc ça c'est un terme anglais, plus ou moins conceptualisé par Y Combinator. Et en français ça pourrait se traduire par des puits de goudron. Ce sont des idées comparables à ces mares d'asphalte qui emprisonnèrent plantes et mammifères à l'époque préhistorique. Et donc ces plantes et mammifères mouraient sur place et en fait étaient fossilisés sur place. Ici, on parle d'idées ou de problèmes que beaucoup, si ce n'est tous les fondateurs, ont rencontrés. Ces derniers donnent l'illusion d'être facilement résolubles. Mais il y a une réalité structurelle qui explique pourquoi cela est très complexe de résoudre ces problèmes. On reste bloqué sur cette idée et on n'avance à rien, on fait du surplace. Voire même on s'enlise et petit à petit on perd la motivation, on peut même devenir aigri, que sais-je. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé avec mon projet dématérialisation des tickets de caisse, projet que j'ai porté quelques années auparavant et sur lequel j'ai longuement potassé, j'ai dépensé beaucoup d'argent et en voyant des sociétés ici et là, dont des startups francophones, qui se sont lancées, voire même qui existaient déjà depuis quelques temps, le fait que la loi française poussait cette dématérialisation, et je pensais que tout allait bien se passer, et surtout, tout allait bien se passer rapidement. Dans l'idéal, abandonner mes études, ou au moins ne jamais faire mon Master 2, et démarrer une vie rêvée, voilà. Bon. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Une seconde idée tentatrice, ou tarpit idea, serait le fait d'organiser mes événements avec mes amis. Soi-disant problème, le fait qu'il y ait trop de groupes, trop d'espaces de discussion différents, jamais vraiment de disponibilité des uns et des autres pour organiser quelque chose. Tout ça est un peu flou. Et donc, l'idée est de créer une application qui va solutionner ce problème. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Et un peu partout dans le monde, au travers des époques, puis 5, 10, 20 ans, on a différents groupes de gens qui travaillent sur de telles apps. Petit disclaimer, toutefois, peut-être qu'un jour, ces idées puits de goudron, comme on peut les appeler en français, connaîtront un succès fulgurant. Mais il faudra bien s'accrocher et exécuter à la perfection. Et pourquoi ces tarpit ideas pourraient finalement devenir réalisables? Ce serait dû à des changements de paradigme, des changements de technologie, des changements structurels. La troisième erreur commise par bon nombre de fondateurs est le fait de ne pas évaluer l'idée. Pour ce faire, rien de plus simple que quelques recherches internet, voire même maintenant avec les outils d'intelligence artificielle, faire un petit peu de deep search et voir si on ne peut pas trouver des fondateurs qui ont potassé la chose dans le passé. Et dans l'idéal, prendre contact avec eux et leur demander quels ont été les points bloquants. Et enfin, la quatrième erreur, c'est l'opposé absolu, c'est le fait d'attendre l'idée parfaite. Donc c'est pour cette raison, entre autres, que je me suis lancé sur YouTube. J'estime que j'ai trop attendu, trop repoussé l'échéance, et certes ma vie n'est pas celle d'un millionnaire, et encore moins celle d'un jeune milliardaire, disons, vivant une liberté absolue, une vie rêvée, avec énormément de choses à présenter à tout un tas de monde, flamber, présenter, que sais-je, à l'audience, etc. Non. Donc j'habite chez mes parents, je finis mes études avec 2 stages de fin d'études pour l'instant, aucun CDI ne m'attend nulle part. On pourrait dire que je suis perdu, mais qu'importe. L'objectif est de s'améliorer, grandir et aller de l'avant. Et qui sait où est-ce qu'on en sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Le principal est de poser une pierre à l'édifice, l'une après l'autre. Donc une idée de start-up ne doit qu'être un point de départ finalement, menant vers une réflexion et une rencontre
Donc l'idée évoluera au fil du temps, potentiellement ne ressemblant pas du tout à l'idée initiale, mais qu'importe, tant que le résultat vous plaît, à toi, ton équipe et vos clients. Imaginons maintenant que tu as une idée et que tu souhaites mesurer sa qualité. Je vais te donner maintenant 10 questions à te poser. Premièrement, as-tu le founder market fit? Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu es, pour ton équipe, est-ce que vous êtes plus à même à se charger de répondre à ce problème? Encore une fois, un exemple, un software, donc un logiciel pour la construction, serait logiquement mieux exécuté par des anciens, des alumni du secteur de la construction, et un tech, un développeur, disons. La deuxième question que tu devrais te poser, quelle est la taille du marché? On a 2 cas de figure, donc soit un gros marché déjà actuellement, ou sinon un petit marché mais en forte croissance. La troisième question à se poser, quelle est l'intensité du problème? C'est-à-dire, on revient sur nos fameux puits de goudron. Le but, c'est de résoudre un vrai problème, un problème qui est en recherche de solutions. La quatrième question, as-tu de la compétition? A contrario de ce que tu pourrais penser, il vaut mieux avoir de la concurrence, car aucune idée n'est intrinsèquement novatrice. Évidemment que d'autres y ont déjà pensé. Maintenant, s'y sont-ils allés? Ont-ils l'envie, le temps? Puis aussi, est-ce qu'ils exécutent bien? Il faut simplement retenir que la concurrence n'est pas une mauvaise chose, et ça ne devrait t'empêcher en rien de te lancer. La cinquième question, est-ce que tu serais ton propre client? Ou du moins, connais-tu des gens qui seraient clients? Si la réponse est non, on a quand même un problème là. Donc, l'objectif serait d'aller parler à tes potentiels utilisateurs pour affiner l'idée. La sixième question, est-ce qu'une nouvelle technologie ou une nouvelle réglementation vient de rendre possible de résoudre ce problème ou justement vient de créer une opportunité à saisir? La septième question, as-tu des proxys, c'est-à-dire une grande entreprise faisant quelque chose de similaire à toi mais pas en compétition directe? Par exemple, pour les sociétés de livraison rapide, est-ce qu'un modèle existe et fonctionne ailleurs et ne pourrais-tu pas importer ce modèle dans ton pays? La huitième question, est-ce un problème sur lequel tu es prêt à travailler durant des années? Je sais bien que cette question est difficile car souvent tu seras tenté de répondre non, c'est normal. D'ailleurs, nombre de grandes réussites, Payfit, Penny Lane, pour ne citer que quelques licornes françaises, sont basées sur des secteurs plus qu'ennuyeux, la gestion des fiches de paie, la comptabilité. Personne n'est passionné par la comptabilité et ou la gestion des fiches de paie. L'intérêt de l'équipe fondatrice et le lien avec leur entreprise grandira au fil du temps et probablement s'accélérera avec le succès rencontré, car le marché fait prendre conscience qu'on répond à un réel problème. La neuvième question, est-ce que l'idée est scalable? Peut-elle être mise à l'échelle? En software, en logiciel, la réponse est vite répondue, comme on dit. Dans les services, les agences, c'est un peu moins vrai quand même, car on dépend de la main-d'œuvre. Et on ne peut pas démultiplier les efforts véritablement. Quoique, peut-être que maintenant avec l'intelligence artificielle, on pourrait. La question reste ouverte. Enfin, la dixième question, est-ce un bon écosystème? Donc à savoir, pour créer un software dans le secteur financier, encore une fois, est-ce qu'il y a un match entre l'équipe fondatrice et le projet? Est-ce que le secteur est porteur? Par exemple, faciliter la comptabilité des entreprises fabricant des CD-ROM. Bon, la tendance est plutôt à la digitalisation. Et cette tendance ne va-t-elle pas amener ce marché à rapetisser et donc vos potentielles parts de marché par la même occasion? Une petite parenthèse de la part de monsieur Jared Friedman, donc partenaire chez Y Combinator, qui donne 3 points pouvant faire passer ton idée pour une mauvaise idée, mais en réalité la soutiennent d'autant plus. Premièrement, l'idée est difficile à lancer. Deuxièmement, l'écosystème est ennuyeux. Et troisièmement, des concurrents existent. Il insiste bien sur le fait que l'excitation initiale de l'idée s'effacera. Et au final, le quotidien des fondateurs d'une idée ennuyeuse et ceux d'une idée à la sauce voyager dans l'espace seront les mêmes. Ne te limite pas de ne répondre qu'aux opportunités les plus folles que tu reçois. Encore une fois, les concurrents confirment qu'il y a un marché. Donc il est temps de creuser ce qui bloque, ce qui est mal fait par les concurrents. On en arrive à la troisième partie. Comment avoir des idées de start-up? Donc deux façons. Soit on s'assoit à son bureau, voire on s'allonge sur son tapis et on réfléchit, voire on peut essayer de visualiser un futur avec ce qui, selon toi, manque. Donc ça, c'est plutôt difficile, et par-dessus tout, ce sera difficile de ne pas tomber dans ces fameux puits de goudron, ces tarpeta d'hier. La seconde façon, c'est plus organique, donc on joue ici sur le temps long. Il serait idéal de devenir d'abord expert dans un domaine, travailler dans une start-up. Et si tu en as la capacité, soit tu développes, soit tu vibe code, crée des choses qui t'intéressent. Pour finir, je vais te partager 7 recettes pour générer des idées de start-up dans l'ordre de chances de succès. Premièrement, commence avec ce dont quoi ton équipe est douée. Pensez à vos cercles de connaissances, vos cercles de compétences et creusez. Seconde recette, si tu es trop jeune pour être un expert, commence avec un problème que tu as déjà rencontré. Et dans l'idéal, que tu sois dans une situation particulière pour résoudre ce problème. Sur les recettes 1 et 2,
tu peux réfléchir de la façon suivante. Demande-toi et à tes collègues de noter chaque job d'étudiant, stage, expérience de vie importante que vous avez eue et quels ont été probablement rencontrés, quelles opportunités avez-vous remarquées. La troisième recette, pense à des choses que tu souhaiterais voir émerger, utiliser. Encore une fois, fais attention à ne pas tomber dans nos fameux puits de gouton. La quatrième recette, identifie ce qui a changé dans le monde dernièrement, le Covid, l'IA, la géopolitique actuelle. Cinquième recette, identifie les sociétés rencontrant actuellement du succès et vois comment créer des variantes de ces business ayant fait leurs preuves. La sixième recette, parle avec des gens et demande-leur quels sont les problèmes auxquels ils font face. Ici, une astuce serait de définir un écosystème, un secteur, et de discuter avec des fondateurs dans ce dernier, et non uniquement des utilisateurs, des clients. Tu démarres par ton espace de jeu, puis discute avec les acteurs du secteur, les utilisateurs, les fondateurs, et enfin tu évalues ton idée avant de te lancer à 100%. Et enfin, la septième recette, pars à la chasse des grandes industries qui te semblent cassées. En bonus, trouve un cofondateur portant déjà un projet. Une pierre deux coups. Tu trouves un collègue avec un bagage d'expérience et de technique, plus une idée. Idée qui changera invariablement à force d'être confronté à la réalité du marché, mais au moins tu ne démarreras pas de rien. Si tu souhaites rejoindre le premier réseau d'entrepreneurs de France, n'hésite pas à utiliser mon lien en description qui te redirigera vers cofondateur.com, une plateforme mettant en relation des porteurs de projets avec des individus cherchant à s'associer. Par la même occasion, tu soutiendras mon aventure sur cette chaîne YouTube, car il s'agit d'un lien d'affiliation. Le mot de la fin. Il est difficile d'évaluer la qualité et le potentiel succès des idées. L'un des seuls moyens pour en avoir le cœur net, c'est de se lancer et de voir. Ainsi, dans la prochaine vidéo, nous passerons au module 3, comment se lancer à moindre frais. Abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu comptes un jour lancer ton projet, seul ou avec des collègues, dans quel secteur. J'espère que tu as maintenant des pistes pour évaluer tes idées. Je compte sur toi et à très vite.